Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de rotation des cultures, c'est notre sujet du mois et dans ce dossier du mois, on va essayer de comprendre comment cela fonctionne pour préserver la fertilité de nos sols. De la fourchette à la fourche suivra le parcours d'une fraise. Dans notre rubrique Fact-Checking, on se posera la question des pesticides dans le domaine de l'agriculture bio et puis finalement, notre rendez-vous du mois vous emmènera bruncher pour le 1er août. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bonjour à tous, bienvenue messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais donc vous présenter nos invités du jour. Il s'agit tout d'abord de Jean-Pierre Grain, conseiller national depuis 2007 et maître agriculteur à Pomy dans le canton de Vaud. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, avec vous sur le plateau, Maxime d'Hauteville, titulaire d'un bachelor en agronomie et assistant de recherche à la Haute École des sciences agronomiques, forestières et alimentaires. Bonjour Maxime. Bonjour. Et puis finalement, last but not least, comme on dit, Stéphane Teucher, responsable du département services et conseil de Prométer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va démarrer, on rentre directement dans le sujet. On parle de rotation des cultures. Ça nous rappelle peut-être de lointains souvenirs scolaires. Je pense à l'assolement triennal pour les cultures médiévales. C'est quoi la différence avec la rotation des cultures aujourd'hui? Qui veut se lancer? On est à l'école. Allez, alors, il y a bien longtemps que cet assolement triennal existait. Je ne l'ai pas du tout connu. C'était il y a deux siècles. Hein. Cet assolement triennal était 2 années de culture et 1 année, on disait qu'il fallait que le sol se repose. Et puis maintenant, on est plutôt parti sur une rotation des cultures pour équilibrer effectivement l'élément nutritif qu'est le sol et également pour lutter contre les maladies. Donc, on produit pratiquement toutes les années sur le sol, mais on conserve ce sol par une rotation des cultures, par des engrais de ferme, mais par une nourriture appropriée pour les plantes. Donc finalement, protéger nos sols pour qu'ils soient plus fertiles, pour qu'ils soient préservés. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur tout le territoire en Suisse? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que certains le font, d'autres pas? Oui, Stéphane. Oui, alors il se fait sur tout le territoire suisse où il y a des cultures. Et puis, cette exigence, elle est d'abord enseignée dans les écoles d'agriculture pour tous les bienfaits agronomiques qu'elle propose. Et puis, elle fait partie des règles de base de l'agriculture en Suisse actuellement. Ouais, donc c'est un must, c'est pas qu'on peut choisir. En Europe, est-ce que la situation est différente, Maxime? Alors la rotation des cultures, c'est devenu quelque chose de plus ou moins standard, mais la monoculture perdure encore, par exemple en France, en Alsace, avec du maïs. Et puis il y a des pays plus intensifs, comme les Pays-Bas par exemple, qui sont plus en découverte de la rotation ces dernières années, alors qu'en Suisse, on la pratique déjà depuis largement plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Et quels sont les avantages, en quelques mots, on l'a entendu déjà un peu, mais concrètement, de cette rotation des cultures? Bon, la rotation des cultures, c'est vraiment un principe qui repose sur multiples facteurs. L'idée, c'est que cette rotation, elle s'adapte à l'exploitation et cette adaptation va permettre d'obtenir différentes améliorations de production en limitant l'impact des ravageurs, des maladies fongiques, mais également du développement des adventices dans les parcelles. Alors, on va voir ça plus précisément. La rotation des cultures, on l'a dit, c'est une pratique obligatoire en Suisse. Comment est-ce que ça fonctionne? Quels en sont les avantages? Eh bien, réponse ici avec Dimitri Martin, conseiller agricole, qui nous l'explique. La rotation des cultures correspond à l'enchaînement des différentes cultures sur un même emplacement. Par exemple, une première année, on va installer du blé sur la parcelle, l'année suivante du maïs, et ainsi de suite au fil des années,
différentes cultures qui vont succéder, qui représentent dans la globalité la rotation des cultures sur la parcelle. On pratique une rotation de culture pour éviter chaque année de produire la même culture sur la même parcelle. Si chaque année on revient avec la même culture, on augmente le risque lié aux ravageurs, aux maladies. C'est-à-dire que ces ravageurs et maladies sont gardés dans le sol ou dans les résidus de culture et puis que le risque il est beaucoup plus élevé l'année suivante pour la culture en place. Idem pour les mauvaises herbes qui vont se développer de manière plus importante si on pratique toujours la même culture. Pour construire une rotation, il y a quelques grands principes auxquels il faut prêter attention. Pour commencer, on va devoir produire une base fourragère. Donc selon l'exploitation, on va devoir nourrir les animaux qui sont présents sur la ferme, s'il y en a ou pas. Et puis ça va déterminer la quantité de cultures fourragères qui vont être mises en place. Ensuite, on va pouvoir choisir d'autres cultures en fonction du climat, de la topographie, de l'exploitation et aussi du marché. Donc quelles cultures peuvent être produites sur l'exploitation. Et puis finalement, on va aussi avoir un dernier élément, c'est le choix de l'agriculteur qui va choisir quelle culture il a envie de produire. Et puis après, ces cultures, elles vont être mises en place sur les différentes parcelles. On va adapter l'ordre des cultures sur les différentes parcelles pour que ça se passe au mieux. Et finalement, souvent, on choisit une culture qui est peut-être plus rémunératrice et on va la positionner de manière optimale et jongler avec les autres cultures autour de celle-ci. En Suisse, toutes les exploitations pratiquent une rotation. Il n'y a pas de monoculture en Suisse. Parfois, on a l'image fausse de se dire ici, il y a une monoculture parce qu'une seule plante pousse dans la parcelle, mais ce n'est pas le cas. Cette année, il y a une plante, l'année prochaine, ça sera une autre culture et ainsi de suite. Et finalement, il n'y a pas de monoculture. Au niveau légal, chaque exploitation doit cultiver au moins 4 espèces différentes sur ses parcelles. Et puis, les contributions poussent à en cultiver même plus. Voilà, on vient d'entendre dans le sujet que, en Suisse, il n'y a pas de monoculture et pourtant, on accuse régulièrement l'agriculture conventionnelle d'être construite sur de la monoculture. Alors, il est où le problème? Est-ce que c'est une question d'interprétation? Est-ce que c'est la manière dont on voit les choses? Vous pouvez nous expliquer, Stéphane? Moi, je pense que c'est quelque chose qui, pour les agriculteurs, est normal, vu qu'ils l'ont appris, ils doivent le respecter pour bénéficier des paiements directs. Donc, c'est quelque chose qui est inné, donc qui ne se communique pas. Et puis, je pense que le problème, il est là. Et puis, je pense que nous, on doit faire l'effort d'expliquer tous ces éléments techniques pour l'agriculture, mais qui ont des aspects très positifs sur le paysage, parce que 4 cultures, c'est quand même pas rien. Et puis, la politique agricole, elle encourage aussi les agriculteurs à en mettre plus. Et puis, on voit encore aujourd'hui... on a parlé de fertilité des sols au départ. On incite aussi les agriculteurs à couvrir leur sol toute l'année pour à la fois nourrir le sol et puis aussi le protéger pendant l'hiver. Et puis là, on a parfois des champs fleuris qui sont mauves l'automne. Et puis là, ça fait aussi partie de la rotation et puis de la diversité du paysage. Alors, vous me disiez, Jean-Pierre, déjà vous voulez réagir, je vous laisse réagir, après je vous poserai ma question. Oui, peut-être la seule monoculture ou les seules monocultures qu'on a en Suisse, c'est les arbres fruitiers et la vigne, pour des raisons bien évidentes qu'on doit laisser les cultures plusieurs années. C'est compliqué de changer, oui. Mais c'est vrai que la rotation des cultures, je crois qu'elle est importante, comme il a été dit, pour les maladies, surtout l'environnement aussi, un paysage diversifié beaucoup plus joli à regarder. Et puis également pour l'exploitation, de produire plusieurs cultures dans l'exploitation, ça permet d'avoir un équilibre du travail toute l'année. Par exemple, si vous travaillez vous produisez des betteraves ou des pommes de terre, les pointes de travail ne sont pas les mêmes au même moment et ça permet d'avoir un équilibre. Et puis où c'est important, c'est pour lutter contre les ravageurs et surtout les maladies fongiques. Je prends l'exemple du piétin, qui est une maladie du piétin échaudage, qui est un champignon qui attaque les racines du blé dans le sol ou des céréales et qui, à un moment donné, supprime la maturité du blé. Il s'échaude, le blé, on n'a plus que des tout petits grains et le rendement diminue fortement. Et pour lutter contre ce champignon, il faut éviter de mettre pendant 3 ans de suite du blé, de faire de la monoculture. Et pourtant, vous me disiez, Jean-Pierre, c'est là où je voulais en venir, que quand cette loi est arrivée en 1992, appliquée un petit peu plus tard, mais en tout cas rentrée en 1992, les agriculteurs étaient plutôt contre cette loi de rotation. Alors, ce n'était pas sur la rotation des cultures, c'était surtout le paiement direct à la surface plutôt que le paiement au produit. D'accord. Et c'était ce problème-là qu'on avait à l'époque.
l'époque, c'est de dire on veut être rémunéré par la production que l'on fait et non par des paiements directs fixes à l'hectare. Mais la rotation des cultures, elle a toujours existé dans notre pays de plus en plus, même avant, elle était beaucoup plus présente avec des exploitations qui étaient beaucoup plus diversifiées. Peut-être que maintenant, où on a des exploitations par rapport aux investissements qu'il faut faire, qui se spécialisent de plus en plus. Alors, on parlait des maladies, des champignons. On peut parler aussi, comme on l'a dit dans le reportage, du cycle des mauvaises herbes qui est cassé grâce au fait d'alterner les cultures. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de casser ce cycle des mauvaises herbes, Maxime? Concrètement, on a une population d'adventices qui entoure une culture. Hein. Les exemples un peu typiques, c'est du vulpin dans des céréales d'automne, du blé principalement, et puis peut-être des chénopodes dans une culture de printemps comme la betterave. Si on vient à cultiver plusieurs années de suite la même culture, on va favoriser ces adventices. On peut créer des résistances face à certains produits de synthèse en agriculture conventionnelle. Alors, juste, vous nous spécifiez ce que c'est les adventices, ceux qui ne sauraient pas. Alors, pardon, une mauvaise herbe, c'est un terme générique qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais le terme technique, c'est adventice. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a seulement des adventices, des plantes non désirées dans la culture. Voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, si on vient à cultiver des céréales d'automne tous les ans, on va favoriser ces mauvaises herbes, ces adventices, et on va créer des résistances. Et puis en bio, ça devient très difficile de lutter mécaniquement contre ces adventices qui s'implantent dans le sol. Et la rotation est un atout majeur pour casser ces cycles. Alors je vous propose, après avoir entendu les explications d'un expert dans le sujet, de notre expert ici sur le plateau, d'aller voir comment ça se passe sur le terrain du côté de Coton et Aubonne. Vous allez voir que pour une bonne rotation des cultures, il faut prendre en compte plus d'un facteur et faire preuve de flexibilité et bien sûr savoir se projeter. Regardez. Nous sommes ici à Cotin sur notre exploitation familiale. On a une exploitation de grande culture, on cultive une vingtaine de cultures différentes et puis nous avons également des vergers de noix et noisettes. Nous avons 2 hectares de vignes qu'on encave ici sur le domaine et puis nous avons une activité de sapin de Noël en pot. On pratique la rotation de culture, on a 50% de céréales, donc différentes céréales. On fait du blé dur, de l'orge, du triticale et de l'épeautre. Et les 50% restants, on alterne donc d'autres familles de cultures, donc 25% de crucifères comme le colza et la moutarde, et puis les 25% restants dans les autres familles, donc là il y a des légumineuses, et puis d'autres familles un petit peu moins connues, où on a des cultures comme par exemple du chia, de la betterave sucrière ou du pavot par exemple. Nous sommes sur le domaine d'Esbon, à Aubonne, à 425 mètres d'altitude. Et nous produisons en grande culture du blé panifiable, donc pour la fabrication du pain, du colza pour l'huile, du tournesol pour l'huile, du soja pour la fabrication de tofu, pour l'alimentation humaine, et du maïs pour les grains et de l'orge. Idéalement, nous pratiquons la même chose que tout un chacun qui a un jardin. Nous alternons les cultures d'une année à l'autre, pour éviter que ça soit la même. Donc dans notre exemple, avec les cultures que je vous ai données, on va commencer avec un blé panifiable, suivi d'un colza pour la production d'huile. On revient avec un blé panifiable, on passe à une légumineuse qui est une autre famille, on revient avec un blé panifiable, on va peut-être passer à un tournesol ou à une betterave à ce moment-là. On va recouper avec une céréale et ainsi de suite. Dans l'agriculture, ça ne se passe pas toujours comme on veut. On a toujours un grand planning, on a un calendrier des cultures qu'on aimerait mettre en place. Après, il y a la demande du marché qui évolue. Donc, certaines années, il y a une demande pour une certaine culture, certaines pas, ou une nouvelle culture, on nous demande de faire une nouvelle culture. Donc, tout ceci vient chambouler un petit peu notre programme. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. En général, l'été, par exemple, en été 2022, on va prévoir la rotation pour les récoltes 2023. Donc, on va prévoir les cultures qu'on va semer en automne 22 et au printemps 23. Et puis, ces cultures peuvent évoluer, ça peut changer. Avec un dernier recours, un semis de maïs, si on a perdu une culture ou si au printemps, on n'a pas pu semer une culture ou planter une culture en raison des conditions
pédoclimatiques, trop de pluie, ou des ravageurs comme les corneilles qui vous ravagent un champ de tournesol, ben en dernier recours, vous semez un maïs. On prend 3 facteurs pour faire notre rotation. Un facteur agronomique, la rotation des cultures en essayant de les espacer au maximum pour lutter donc contre les maladies, contre les ravageurs et aussi contre les adventices, en alternant culture de printemps et culture d'automne pour essayer de casser le cycle des mauvaises herbes. Le deuxième facteur, c'est le facteur économique, vu qu'ici sur l'exploitation, on commercialise la plupart des produits qu'on fait pousser. Un exemple, on a besoin de 15 tonnes de lentilles, c'est ce qu'on arrive à vendre sur une année à peu près. On fait une règle de 3, les dernières années on a produit 1000 kg/hectare de moyenne, 15 tonnes, 1000 kg/hectare, on a besoin de 15 hectares. L'année passée, on a fait une récolte exceptionnelle de lentilles, on était presque à 2 tonnes hectares. Donc là, on a un petit peu de stock. Donc cette année, on a baissé un petit peu la surface de lentilles. Et le dernier facteur, c'est donc le facteur pragmatique, en fait, qui maintenant, il faut imbriguer les Legos pour faire en fonction de la taille des parcelles, parce qu'on a des parcelles différentes. On a une parcelle de 2 hectares ici, 5 hectares ici. Et donc, on met la surface qu'on a besoin dans les Legos, en prenant aussi en compte le fait que, typiquement, une culture qui est compliquée à faire pousser, comme du chiac, on doit aller voir presque tous les jours. On ne va pas la mettre, on a du terrain à Crissier qui est loin, on ne va pas le mettre à Crissier, on préfère l'avoir proche de la ferme pour pouvoir aller le voir et voilà. Et on imbrique comme ça toutes les cultures. Pour le succès de nos cultures sur le domaine, on suit les bonnes pratiques agricoles, mais ça n'empêche pas à l'exploitant, au producteur, aux paysans finalement de faire preuve d'un peu de créativité. On fait aussi des associations de cultures, par exemple avec une céréale, un blé associé à une févrole. C'est 2 espèces différentes qu'on met ensemble pour que chacune puisse se développer de façon magnifique avec l'autre à ses côtés. Demande du marché, climat, ravageur, autant de facteurs qui influent sur la rotation des cultures. Donc il faut faire preuve de beaucoup de créativité, on l'a entendu, on l'a vu. Et il faut aimer le Tetris ou savoir imbriquer les Legos. Donc c'est pas si simple finalement cette rotation des cultures. C'est vrai, c'est pas toujours simple, mais finalement dans une exploitation où vous avez une vision à moyen terme, au moment où vous avez mis en place une rotation avec certaines cultures, eh bien, on s'y tient. Ou alors, on peut remplacer, par exemple, une culture sarclée, qui est le colza, la betterave ou les pommes de terre, les intervertir. Mais ce qui est important dans la rotation des cultures, c'est de ne pas mettre 2 voire 3 céréales en suivant. C'est surtout pour couper le problème, disons, maladie fongique des céréales. C'est toujours de mettre une céréale, ensuite une culture sarclée, pommes de terre, betterave, colza. Et ensuite, on remet une céréale et on fait cette rotation sur 5, voire 8 ans. Et ça dépend du volume et la surface que l'on veut cultiver, par exemple, en culture sarclée, en pommes de terre, en betterave. Bon, c'est ce que je disais, il faut quand même savoir se projeter. Hein. Oui, Stéphane? Oui, se projeter, puis aussi savoir s'adapter, parce que peut-être une rotation sur 8 ans aujourd'hui, c'est plus possible. Avec le changement climatique, eh bien, il y a des cultures qui n'ont plus le rendement espéré, et puis aussi l'arrivée de certains ravageurs. On a par exemple sur la côte des problèmes avec les corneilles qui mangent les graines de tournesol. Donc les agriculteurs doivent des fois semer 2 fois, et puis pourraient être découragés de semer du tournesol par exemple, et après il faut trouver une autre production qui est attractive sur le marché et qui répond à la rotation technique. Maxime, justement, est-ce qu'on voit avec l'évolution climatique des changements qui influent directement sur cette rotation des cultures, avec des nouvelles cultures qui arrivent par exemple? Clairement, l'altitude joue à une part primordiale. La rotation, typiquement sur Genève, on est plutôt bas en altitude, a changé ces dernières années par rapport à des régions comme le Nord vaudois. Et puis, je pense que ce qui est important de retenir quand même dans tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il n'y a pas de rotation idéale. Chaque rotation s'adapte à une exploitation en fonction des conditions pédoclimatiques, mais des nécessités de l'exploitation. Une exploitation céréalière ne va pas cultiver d'herbes.
à moins qu'elle soit en agriculture biologique, alors qu'une exploitation qui a du bétail va privilégier la culture d'herbe et ça sera vraiment la tête d'assolement dans la constitution de la rotation. Il faut vraiment savoir jongler avec les parcelles, les cultures, avec son environnement finalement. Est-ce que les agriculteurs sont encouragés à multiplier les cultures avec lesquelles ils jonglent par les paiements directs par exemple? Est-ce que c'est le cas? Alors il y a une incitation, c'est vrai, on doit cultiver minimum 4 cultures pour avoir les paiements directs. Ensuite, il y a des incitations au moment où vous en avez 5, 6 ou plus, eh bien là, il y a des suppléments, disons, aux paiements directs qui sont accordés à l'agriculture. Cela peut être incitatif pour cette diversification des cultures, du paysage, etc. Et puis surtout, on a l'arrivée maintenant de nouvelles cultures. Le tournesol, il y a déjà quelques temps, mais le soya, par exemple, la culture du soya qui n'était peut-être pas possible il y a 30 ans en arrière, maintenant elle est possible dans le cadre du canton de Vaud pour permettre d'avoir des protéines végétales cultivées chez nous. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, une question encore, on parle beaucoup de permaculture, d'agroforesterie. On parle peu de rotation des cultures, en tout cas le grand public n'est pas très familier à ce niveau-là. Pourquoi ? Peut-être une question, comme je l'ai dit avant, de communication. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur la permaculture qui séduit une frange de la population jeune et puis avide de découvertes. L'agroforesterie, ça, c'était une culture qui est mise en place, mais à long terme, c'est-à-dire qu'on plante des arbres alignés et entre deux, il y a des cultures qui continuent à être mises en place avec le schéma de la rotation, avec comme objectif d'avoir une culture plus résiliente au changement climatique à long terme. Et puis, ça, c'est des choses qu'on débute maintenant, donc on communique vraiment sur ces nouvelles techniques et puis sur la rotation. Eh bien, je pense qu'on va devoir améliorer notre communication, ça c'est clair. Alors, on va maintenant enchaîner et s'intéresser à un petit fruit rouge, goûteux et juteux qui fait les beaux jours de la saison estivale. On le retrouve sur tous les étals de marché. Et pourtant, avant de pouvoir le déguster, eh bien, celles que l'on nomme les reines rouges demandent un travail minutieux. La fraise est aujourd'hui la reine de notre rubrique de la fourchette à la fourche. Ce que j'apprécie particulièrement dans la fraise, c'est son goût unique, son arôme et également la texture juteuse que les fraises peuvent offrir. Ici, à la ferme du Tollard, domaine familial de 35 hectares exploité depuis 4 générations par la famille Pache, nous avons une activité très diversifiée, des grandes cultures de céréales, de l'arboriculture, des cultures maraîchères, de l'autocueillette de fraises et également un pressoir à jus de pomme. Ça s'est bien passé. La mise en place de la culture s'effectue au mois d'août de l'année précédant la récolte. On commence par former des buttes de terre, des monticules comme ceci, qu'on va ensuite recouvrir d'un plastique noir avec 2 tuyaux qui vont servir plus tard à l'irrigation à l'intérieur. L'utilité de ces plastiques noirs est de lutter contre les adventices, les mauvaises herbes, tout au long de l'année de la culture. On plante ensuite toutes les plantes une par une à la main, dans des trous qui sont à peine plus gros que les plantes, toujours pour lutter contre les mauvaises herbes. Ensuite, la plante va former un rhizome, un système racinaire, qui va se fortifier durant tout l'automne, avant de rentrer dans une phase de dormance pendant l'hiver. Pour réémerger au printemps et former des fleurs qui donneront ensuite des fruits. C'est une culture dont on prend soin pendant 10 mois, 11 mois, et puis la récolte se fait sur 3 à 4 semaines. Ce fruit fragile est récolté aujourd'hui ici par des gens qui pratiquent l'autocueillette. Chez nous, ça représente 60% de notre production. Le reste part en vente directe.
La fraise est un fruit appelé non climactérique, ce qui signifie qu'elle ne poursuit pas sa maturation après la récolte, contrairement aux pommes ou aux poires. Petite astuce pour la récolte, je vous conseille d'entourer le fruit comme ceci avec votre main et de venir casser le pétiole avec le pouce. De cette manière, le fruit sera parfaitement préservé et restera beau. Ça a été cueilli jusqu'au drapeau rouge, et puis vous continuez, puis vous le replantez quand vous avez terminé. Merci, bonne cueillette. La fraise est un excellent ambassadeur des produits locaux et de saison, parce que la meilleure façon de les consommer, c'est immédiatement après la récolte. Souvent, on nous demande combien de temps est-ce qu'on peut conserver une fraise. Moi, j'ai envie de dire 0, puisque la meilleure façon de consommer les fraises, c'est tout de suite, dans le champ. C'est là qu'elles sont le meilleures, puisque cueillies à maturité. Peut-être une petite anecdote sur l'autocueillette. Beaucoup de gens viennent ici avec leurs enfants et au moment de passer à la caisse nous disent « Non, non, arrondissez un petit peu en dessus, regardez autour de la bouche de mon enfant comme il a pu déguster vos excellents fruits. » Ici, nous cultivons différentes variétés de fraises. La Cléry, connue pour sa forme en forme de cœur, est très répandue en Suisse. Celle-ci, la Jolie, d'un rouge beaucoup plus intense et des fruits plus gros, a des dégustatives franchement intéressantes. Et la dernière, la Wädenswil, une fraise très rarement cultivée en Suisse, a une saveur incroyable, mais par contre une texture beaucoup moins intéressante. Ce sont surtout les confiseurs qui nous l'achètent. Les vrais fruits, en réalité, sont ce qu'on appelle les akènes, ces petits points jaunes qui sont à la surface. Tout ce qui est autour, et ce qui est délicieux, est appelé le réceptacle. Depuis près de 20 ans, nous proposons nos fraises à l'autocueillette, ici au domaine de la ferme du Tollard. Et les gens viennent en famille ou en couple ou à la sortie du travail pour récolter les fruits en fonction de ce qu'ils veulent en faire, des confitures, un dessert après un repas comme ceci. Plus régional que ça, c'est pas possible. Toujours un bon moment, les gens sont contents de venir. Et pour nous, c'est une façon d'écouler nos produits directement aux consommateurs. Voilà, on l'a vu dans le reportage, hein, la fraise c'est un fruit très délicat qu'il faudrait consommer rapidement. Alors vous, c'est quoi votre version préférée de la fraise? En confiture, en tarte, meringue, double crème Jean-Pierre? Alors personnellement, c'est la fraise avec la double crème. Je trouve que c'est fantastique, mais la confiture est aussi très bonne. Hein. C'est vrai que la fraise est un produit noble, un produit saisonnier et qui se conserve mal. C'est pour cette raison que les fraises du pays, il faut vraiment les consommer dans le cadre du printemps, entre mai et juin. Et c'est là qu'on a la plus grande saveur des fraises, parce que quand on a des fraises qui sont importés, ils doivent les cueillir plus rapidement, pas en fin de maturité, et automatiquement, ça s'en ressent dans la saveur. Mais la fraise est un produit qui demande beaucoup de travail aussi, surtout au niveau de la cueillette. On l'a vu, c'est très délicat à cueillir. Et c'est pour ça que maintenant, on fait plutôt de l'autocueillette aussi, où les consommatrices et consommateurs peuvent venir cueillir eux-mêmes leurs fruits, parce que la cueillette coûte entre 2 et 3 francs, si ce n'est plus, par kilo au producteur. Donc, ces 2 ou 3 francs par kilo sont économisés par le consommateur. Et d'autre part, il y a la convivialité de venir dans la culture de fraises, dans la nature, cueillir avec ses enfants, famille, les fraises. Alors là, on a touché plusieurs aspects. On parlait de la saison des fraises, c'est quand même un fruit d'été par excellence. Et pourtant, les fraises, on les voit toute l'année dans nos magasins. On les consomme, par exemple, à Noël, ce qui peut sembler complètement aberrant. Stéphane? Alors effectivement, c'est un problème. On doit encourager, mais pas que pour les fraises, pour tous les produits, une consommation durant la saison pour éviter des grands transports, parce que souvent, lorsqu'on a des
fruits hors saison, eh bien, ils viennent de très loin, voire en avion. Et puis là, on a un bilan carbone qui aujourd'hui est quelque chose à la mode, qui est très négatif, alors que d'aller cueillir cette fraise, eh bien, là, le bilan carbone, il est parfait. C'est sûr que c'est plus agréable aussi d'aller mettre les mains dans la terre. Parce que quand on est citadin, c'est un retour à la terre quelque part de pouvoir faire de l'autocueillette. C'est un modèle qui se développe d'ailleurs pas mal dans le canton et en général, je pense, en Suisse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve pour d'autres types de cultures aussi? Est-ce que c'est faisable? Alors, peut-être que pour la fraise, c'est assez simple parce que c'est un fruit qui est au sol ou proche de la terre. Les pommes, les cerises, c'est peut-être possible sur certains cas, mais il y a des risques parce qu'il faut prendre des échelles. Après, il y a des questions de danger. Et puis après, on ne peut pas envoyer toute la famille au pied des arbres pour aller cueillir des cerises. Donc, c'est vraiment, je pense, la fraise, peut-être les framboises, où là, ça fonctionne très bien, mais c'est assez rare pour les autres productions. Bon, on l'a aussi vu avec les fleurs, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne mange pas, mais c'est quelque chose qui se fait, des petites exploitations qui proposent à la population de venir cueillir des fleurs en plein champ. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette autocueillette. Et puis ça se développe concrètement, je pense. C'est aussi un peu trendy. C'est vrai. Je crois que c'est quelque chose qui plaît. On se dit, oh, je retourne au champ, je mets mes bottes. Voilà, c'est sympathique, en tout cas, quand on n'a pas grandi dans une ferme. C'est le rapport ville-campagne. C'est ça, exactement. Alors, on va enchaîner avec notre prochaine rubrique. Saviez-vous que, j'imagine que vous le saviez, mais que dans l'agriculture biologique, on utilise aussi des pesticides? Oui, mais alors, quelle est la différence entre ceux utilisés dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture conventionnelle? Notre rubrique fact-checking fait le tri entre les idées reçues et la réalité. Depuis mon enfance, je connais le bio et je sais que les plantes n'ont pas besoin de pesticides. C'est ce que déclarait Franziska Heron dans une interview parue dans l'Illustré du 25 mai dernier. Sur le point de lancer une initiative visant à davantage promouvoir les aliments d'origine végétale, l'activiste bernoise était déjà à l'origine de l'initiative pour une eau potable propre et une alimentation saine, refusée par le peuple en 2021. Cette vision d'une agriculture bio totalement exempte de pesticides est hélas erronée. Les données de l'OFAG montrent, par exemple, qu'en 2021, les produits phytosanitaires autorisés en bio ont pour la première fois dépassé les quantités de traitements autorisés en agriculture conventionnelle. En effet, 1200 tonnes de produits phytosanitaires autorisés en bio ont été utilisés en Suisse contre 1000 tonnes dans l'agriculture conventionnelle. Cette situation est certes liée aux conditions particulièrement pluvieuses de 2021 qui ont favorisé les maladies cryptogamiques. Mais cela démontre malgré tout que, contrairement aux idées reçues, une approche biologique n'exclut pas les traitements. Certains ravageurs comme le mildiou ou l'oïdium sont des micro-organismes originaires d'Amérique qui ont été importés au XIXe siècle et contre lesquels de nombreux plants européens n'ont pas de moyens de défense naturels. Il est donc indispensable d'avoir recours à des produits phytosanitaires pour les combattre. L'agriculture bio, comme l'agriculture conventionnelle, est donc contrainte d'utiliser des traitements. La différence, c'est que les pesticides bio utilisent des molécules qui existent à l'état naturel et non pas des molécules créées par l'homme. Maxime, un commentaire sur ce sujet de votre point de vue de scientifique, on va dire ça comme ça. Bon, je pense que c'est clair que c'est intéressant de venir expliquer à la population qu'en agriculture bio, on est amené aussi à traiter. La chose peut-être qu'on pourrait ajouter sur ce reportage, c'est qu'en agriculture conventionnelle, on peut aussi être amené à utiliser des produits bio. Ce n'est pas parce qu'un produit bio qu'on ne peut pas l'utiliser en agriculture conventionnelle. Et puis c'est intéressant de voir que la politique agricole tend aussi à utiliser certains de ces produits bio. Si on pense à la vigne, par exemple, depuis peu, on a la possibilité de faire les traitements avant floraison en systémique, donc en produits conventionnels, et puis après de venir travailler après la floraison avec des traitements bio, alors que le raisin n'est pas bio. Bien sûr. Oui, Jean-Pierre. Oui, moi, il y a un terme qui me gêne dans le reportage, c'est quand on parle de pesticides. Pesticide veut dire poison. Je préfère qu'on parle de produits antiparasitaires parce que c'est vrai que dans le cas de l'agriculture biologique, on utilise aussi des produits antiparasitaires, le cuivre, le soufre, et les autres produits sont des produits plus ou moins naturels qui sont faits pour la biodynamie en viticulture, en arboriculture, etc. Et je crois qu'il faut éviter de parler du terme pesticide, mais parler de produits antiparasitaires. C'est vrai que les mots sont importants. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on voit aussi dans le reportage que certains ravageurs n'ont pas d'ennemis naturels, donc il faut pouvoir traiter d'une manière ou d'une autre. Et puis avec la mondialisation, la multiplication des échanges, est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux nuisibles, Maxime ?
Oui, mais fondamentalement, on a toujours su s'adapter en traitant ou pas forcément en traitant. Hein. Si je reviens à la vigne, on a eu le phylloxéra, hein, c'est un puceron qui a été importé des États-Unis. Puis la solution qu'on a trouvée, c'est un porte-greffe américain, donc un cépage américain qui va dans le sol et qui protège la vigne contre ce puceron. Donc il ne faut pas forcément penser que chaque problème a une solution avec un fongicide ou un herbicide. Oui, il y a aussi des moyens plus naturels. C'est vrai qu'il y a un dernier point qui est important, c'est que pour le grand public, ça peut sembler problématique quand on entend qu'il faut traiter, qu'on utilise des pesticides, alors que certains traitent leur jardin tous les jours avec des produits qui sont sans doute plus nocifs que ce qui est utilisé dans les champs, parce qu'il y a des normes beaucoup plus strictes pour les agriculteurs, non ? Alors les normes, elles vont être pour tout le monde les mêmes à terme. Peut-être que, oui, ça peut paraître paradoxal, mais il existe, par exemple, on a parlé, je vais donner juste un petit exemple, il y a un ravageur du maïs qui est combattu avec du trichogramme, pardon, c'est une petite mouche qui vient pondre dans l'œuf, et puis ça, c'est vraiment quelque chose de biologique et de très moderne parce qu'on peut les déposer avec des drones. Et puis peut-être aussi, tout le monde dans son jardin a des limaces. Et puis aujourd'hui, on peut combattre les limaces avec du phosphate de fer, qui est un produit autorisé en culture biologique. Et là, je crois que même l'agriculture conventionnelle, elle va de plus en plus utiliser ces produits pour éviter les produits qui laissent des résidus. Donc là, je crois que cette statistique ne me surprend pas. Alors Jean-Pierre, très rapidement. Oui, il y a un point important, c'est la recherche. C'est la recherche de nouvelles variétés, de variétés résistantes. On a dans l'institut de recherche comme le FIBEL, qui est un institut de recherche pour la culture biologique. Et là, il y a des grandes avancées qui se font dans le cadre de la sélection des plantes pour éviter d'avoir recours à des produits antiparasitaires. Et cette recherche est très importante. Par exemple, pour la jaunisse de la betterave, on est en train de faire une recherche vraiment approfondie pour trouver des variétés qui sont résistantes à cette maladie, ce qui évite le traitement. Et c'est ça le but final de produits, disons, durables. C'est vrai qu'il y a des solutions, il y a des possibilités. L'avenir est plutôt ensoleillé, Maxime, pour conclure ? Oui, alors ça c'est clair. Et puis, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais concrètement aujourd'hui, l'extenso, donc le non-recours aux insecticides, aux raccourcisseurs, aux fongicides en culture, c'est quelque chose qui se développe. Il y a quand même beaucoup moins d'exploitation intensive. Et puis, le bio aussi a pris une place considérable sur le marché. Et puis, c'est des systèmes qui fonctionnent globalement. On peut pas dire qu'un bio ne produit rien. Il produit peut-être moins qu'un conventionnel, mais il produit. Et je pense que l'avenir est radieux si on continue de chercher et de trouver des solutions plus durables. De travailler dans ce sens-là. Merci messieurs d'avoir partagé vos points de vue aujourd'hui. On arrive déjà à la fin de cette émission, je le sais, ça va très très vite. Alors j'aimerais en profiter pour vous souhaiter un très bel été. On va se retrouver fin août, après la pause estivale. On parlera des menaces qui pèsent sur les oléagineux, tournesol et colza, base des huiles helvétiques. Et puis avant de se quitter, on aimerait vous proposer encore un rendez-vous. Je vous le disais en début d'émission, c'est celui du brunch du 1er août. Peut-être que vous irez manger des fraises avec de la crème double. Qui sait, Jean-Pierre? S'il y en a encore. Hein. S'il y en a encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Merci. Voilà 30 ans que quelques 300 familles paysannes de toute la Suisse invitent chaque année la population à venir prendre le petit déjeuner sur leur exploitation à l'occasion du 1er août. Qu'ils soient servis dans une grange, à l'alpage ou dans l'étable, les buffets sont composés de produits faits maison et régionaux dans une atmosphère bucolique et typiquement helvétique. Le brunch à la ferme du 1er août perpétue depuis le début les échanges entre la ville et la campagne et propose également aux enfants un programme attrayant pour découvrir toutes les facettes du monde agricole. La fête nationale suisse à la ferme, un événement familial et convivial à ne pas manquer. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.